Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'il est 11h05, donc on va démarrer ce webinaire. Donc, du coup, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire commun organisé avec la Fédération Atmo France et l'Alliance des collectivités de la qualité de l'air, dont je suis le trésorier. Donc, ce webinaire s'inscrit dans notre volonté collective de mieux informer et sensibiliser à un enjeu de santé publique majeur. En France, près d'un tiers de la population souffre d'allergies respiratoires, notamment celles provoquées par les pollens. Le réchauffement climatique entraîne la venue de nouvelles espèces allergisantes dans des territoires jusqu'ici épargnés. La prise en compte de ces allergies au pollen est un enjeu de santé publique incontournable. Donc pourquoi cet nouvel outil, ce nouvel indice pollen? Nous savons que la demande d'informations locales et précises est de plus en plus forte. Nos concitoyens et concitoyennes souhaitent connaître les risques au quotidien pour adapter leurs activités. C'est pourquoi nous sommes ravis de connaître et de faire valoriser cet indice de pollen fiable, accessible et gratuit, permettant aux collectivités de mieux accompagner leurs habitants et habitantes. Bon, vous l'avez rappelé, l'allergie concerne de plus en plus de personnes. Actuellement, 20% des patients de plus de 9 ans sont allergiques en France. Vous l'avez également rappelé, un Français sur 3 est concerné par les allergies au pollen. Et le coût de la rhinite et de l'asthme en France est non négligeable, comme vous pouvez le constater sur cette diapo. Avec une augmentation du nombre de patients concernés d'année en année et le changement climatique qui a un impact énorme sur les saisons polliniques, ça participe bien sûr à l'intérêt d'un indice pollinique adapté chaque année, puisque chaque année les allergies changent et surtout les projections. Le nombre de patients allergiques, on a des projections assez pessimistes, hein. Aujourd'hui, en 2025, c'est un Français sur 3. Alors qu'en 2050, ce sera bien pire puisqu'il y a une estimation de 50% de la population mondiale qui sera allergique d'après l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est un chiffre qui explose en réalité. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un indice pollinique? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de surveiller les pollens en plus d'avoir des périodes théoriques de pollinisation? Je vais vous donner un exemple. On sait qu'en 2023, le week-end de l'Ascension avait été vraiment un week-end explosif pour les pollens, avec un pic pollinique très important sur ce fameux week-end de l'Ascension. Là où par contre en 2024, du fait de la pluie qu'il y avait eu en mai 2024, le pic pollinique avait été reporté sur fin juin, début juillet. Et donc c'est là l'intérêt de s'adapter bien sûr à la météo, l'intérêt de s'adapter au changement climatique qui a une influence nette sur les périodes de pollinisation, sur les pics de pollinisation. Et lorsque l'on sait que à la fois les allergiques, les patients allergiques et les allergologues ont besoin d'avoir une information mise à jour, de sorte à mieux adapter leur traitement, le traitement qu'ils prodiguent à leurs patients. L'intérêt de cet indice pollinique permet justement d'adapter les prescriptions en fonction du risque allergique quotidien. Également, pouvoir identifier l'allergène en cause à des périodes critiques pour le patient, de sorte à pouvoir prévenir les pathologies, à réduire les symptômes, tout cela bien sûr dans l'intérêt des allergiques. Alors, je voulais aussi présenter quelques éléments de contexte, puisqu'on aborde ce webinaire dans un contexte national qui est en pleine incertitude. Pour ceux qui connaissent un peu le sujet de la gouvernance des pollens en France en ce moment, je rappelle en quelques mots d'où provient cette incertitude. L'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, et l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, l'IGEDD, ont publié un rapport début mars intitulé « Évolution de la surveillance des pollens et des moisissures dans l'air ambiant ». Ce rapport, qui fait pas loin de 200 pages, fait un état d'un dispositif de surveillance jusqu'alors mal structuré, ce sont leurs mots,
d'une gestion opaque du RNSA, le Réseau national de surveillance aérobiologique, qui était jusqu'alors l'acteur principal qui réalisait des mesures de pollen dans l'air, et d'une utilisation dévoyée des financements publics. Ce rapport recommande de mettre un terme au subventionnement public de cet organisme, le RNSA, et de rapprocher la surveillance des pollens de celle de l'air. Fin mars, faute de subventions publiques des ministères, le RNSA a été liquidé. La liquidation du RNSA a été prononcée le 26 mars, très exactement. Début avril, la Direction générale de la santé et la Direction générale de l'énergie et du climat organisaient une réunion avec l'ensemble des acteurs impliqués dans cette surveillance, dont bien sûr la Fédération Atmo France faisait partie, ainsi que les professionnels de santé. On y a retrouvé des représentants des allergologues, parmi lesquels le syndicat français des allergologues, ainsi que la Fédération française d'allergologie, notamment. Cette réunion marquait le début d'un travail d'organisation d'une nouvelle gouvernance de la surveillance des pollens en France, suite bien sûr à la dissolution, à la liquidation du RNSA. Un travail qui va certainement prendre plusieurs mois. Nous, à la Fédération Atmo France, on apporte une pierre à l'édifice avec les ASCA, les associations agréées pour la surveillance de la qualité de l'air, avec un outil, l'indice pollen, qu'on va vous présenter maintenant. Mais on reste très humble quant aux améliorations et aux développements futurs qui seront à apporter à cet outil, et aussi les coopérations futures qu'on espère pouvoir monter avec les différents acteurs concernés par les pollens en France. Bien sûr, le CIFAL, le syndicat français des allergologues, et la Fédération française d'allergologie, avec qui nous sommes bien sûr en discussion. Donc cet outil a fait l'objet de plus de 4 ans de développement, d'abord au sein de 3 régions de l'Ouest, comme vous pouvez le voir sur cette carte, puis progressivement a été étendu à la France entière, avec l'ensemble des régions métropolitaines qui sont aujourd'hui impliquées dans le développement de cet outil. Il est encore jeune, bien sûr, puisqu'il a moins de 2 mois d'existence, et nous sommes conscients que de nombreuses améliorations sont possibles. Elles sont d'ailleurs envisagées, puisque nous nous inscrivons dans un processus d'amélioration continue, pour cet outil au service des allergiques et des allergologues. Voilà, donc on va vous présenter ce qu'on est en capacité d'apporter aujourd'hui, sachant que ce contexte est encore assez mouvant. Voilà, je vous remercie. Super, merci beaucoup. Et donc, du coup, je vais passer la parole à Jérôme Lepé, qui va nous parler donc d'une présentation sur la méthodologie qui a été adoptée pour la création de ce nouvel indice. Je vous laisse la parole, Monsieur Lepé. Et donc, du coup, vous êtes responsable de ce market, responsable de l'unité de mobilisation à Atmo Grand Est. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, l'objectif de ces 10 prochaines minutes est un peu de vous présenter les coulisses de la production de cet indice pollen. Je peux passer à la slide d'après, s'il vous plaît. Alors, cet indice pollen, il est issu d'une chaîne de modélisation qui permet une prévision des concentrations de pollen pour les 3 prochaines journées, donc du jour même au surlendemain, avec une couverture nationale, métropolitaine, et une information diffusée à l'échelle de la commune. Tous les jours, quotidiennement, donc l'information est actualisée aux alentours de midi. Et vous avez donc sur la droite une illustration d'une prévision réalisée la semaine dernière, donc le 13 mai, pour le surlendemain, pour le 15 mai, avec là, en l'occurrence, des indices pollen qui étaient jaune ou rouge, donc entre modéré et élevé, en lien avec la présence actuelle, notamment de graminées. Je peux passer à la slide d'après, s'il vous plaît. Alors, cette chaîne de modélisation, l'indice pollen, actuellement, comprend 6 taxons, 6 espèces de pollen, parmi les plus allergisants,
Ils sont listés dans le tableau à droite. Donc, nous avons l'aulne, l'ambroisie, l'armoise, le bouleau, les graminées et l'olivier. Pour chacun de ces taxons, de ces pollens, un sous-indice est calculé, donc un lien entre la concentration en pollen et le sous-indice donc, est indiqué dans le tableau correspondant à droite. Et l'indice global correspond au sous-indice le plus élevé parmi ces 6 taxons. On considère que l'on est en pic pollinique à partir de l'indice élevé, dans la couleur rouge. Et ces seuils sont issus de travaux, de publications de l'EAACI, qui est l'Académie européenne d'allergie et d'immunologie clinique. On peut passer à la slide suivante. Alors, s'agissant du cœur de calcul, donc comment est calculé cet indice? Alors, vous avez illustré donc, les principales étapes de production de l'indice. Donc, au niveau, première grande étape, au niveau du grand 1 de l'illustration, c'est la partie data. C'est la constitution d'une base de données expertisées, avec 2 grands jeux de données. Un premier jeu qui correspond au comptage pollinique au niveau de la France, donc un historique de comptage pollinique. Ces données polliniques, donc ces mesures de pollen, vont servir à construire des modèles statistiques, j'y reviendrai, mais également à évaluer et valider les modèles statistiques. Deuxième grand jeu de données, la partie météorologie, la météo ayant une influence majeure sur la partie phénologique, sur la pollinisation et la dispersion des grains de pollen. Donc il y a un grand nombre de données météo issues de modèles météorologiques qui sont intégrés en base, des données relatives à l'ensoleillement, au vent, à la température de l'air ou encore du sol, température du sol qui est également importante pour la partie phénologique. Une fois que cette base de données est constituée, nous avons produit des modèles statistiques. Alors, on parle d'intelligence artificielle puisqu'il y a eu un apprentissage finalement du lien à partir de l'historique, hein, un apprentissage du lien entre les concentrations de grains de pollen dans l'air et des éléments de calendrier, des éléments dont des paramètres météorologiques. Une fois que ce lien a été appris, nous avons des modèles statistiques qui sont prêts et qui vont pouvoir être utilisés pour réaliser de la prévision pollinique. Donc, on passe à l'étape 2, la partie opérationnelle, où on va finalement brancher ces modèles statistiques à de la prévision météorologique cette fois-ci, pour obtenir des prévisions de concentration de pollen au niveau des différents sites de comptage qui sont en base. Et ensuite, on va spatialiser l'information pour avoir une information sur toutes les communes de la France en utilisant une donnée qui est celle du service européen de surveillance de l'atmosphère Copernicus, qui produit également des prévisions polliniques. On va venir redresser, corriger ces cartographiques-là par nos prévisions statistiques. Donc, on obtient des cartographies de prévisions polliniques. Et la dernière étape consiste au calcul de l'indice pollinique, hein, qui a été présenté dans la slide d'avant, sur chacune, donc un indicateur agrégé, sur chacune des communes du territoire. Alors, ces modèles statistiques, ils ne sont pas figés. On va pouvoir renouveler l'apprentissage, les renouveler régulièrement. Donc, c'est l'objet de la slide suivante. Avec des travaux qui sont en cours, mais également des travaux à venir. Il y a l'enrichissement des modèles statistiques est envisagé avec l'intégration de nouveaux comptages polliniques, notamment les plus récents. Il y a également la volonté, le souhait d'intégrer des nouvelles variables explicatives pour affiner la spatialisation des prévisions, notamment sur des couches d'informations qui sont disponibles sur la spatialisation des espèces au niveau du territoire. On va pouvoir améliorer comme ça la prévision locale des pollens. Et enfin, il y a également cette volonté de pouvoir élargir la liste des pollens qui sont actuellement couverts, qui sont actuellement inclus dans l'indice pollinique. Il est d'ores et déjà prévu d'intégrer pour la prochaine saison pollinique les pollens de cyprès et les pollens également de noisetier. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Super, merci beaucoup d'avoir respecté le timing même un peu en avance. Du coup, ça va peut-être laisser la place, plus de place aux questions à la fin. Et donc, du coup, je vais passer la parole à Justine Ledoux qui va nous expliquer comment les collectivités peuvent s'approprier ce sujet une fois l'info récupérée, comment l'utiliser
et comment communiquer auprès du grand public et des professionnels de santé. Moi-même, en tant qu'élu de la ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole, où je représente Atmo Nouvelle-Aquitaine en tant que président de cette structure. C'est un sujet qui est assez complexe pour pouvoir transmettre aux citoyens et les citoyens sur la présentation de Madame Ledoux. Je vous laisse la parole, Madame Ledoux. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc on va passer 10 minutes ensemble et je vais vous présenter à la fois comment les collectivités peuvent diffuser cet indice à destination du grand public et des professionnels de santé. Donc tout d'abord, on va s'intéresser aux habitants et habitantes. Là, cet indice, il a vraiment été pensé pour informer et sensibiliser. Donc on va rentrer plus en détail sur ce qu'on peut faire avec cet indice. Alors tout d'abord, la lisibilité de l'information. Cet indice pollen, il a été pensé avec 6 classes. Ces 6 classes sont calquées sur les mêmes couleurs que l'indice Atmo, donc l'indice de qualité de l'air. Ça a été pensé pour que les personnes qui connaissent l'indice de qualité de l'air aient les mêmes repères visuels pour les pollens. Et ça a aussi été pensé pour que ce soit accessible visuellement. Vous voyez que l'indice très faible, il a seulement 2 feuilles, 2 pétales remplis, que l'indice extrêmement élevé est entièrement rempli, ce qui peut permettre à toutes et tous d'avoir une information visuelle en un clin d'œil. Cet indice, c'est un indicateur des concentrations de pollen, des principaux pollens allergisants dans l'air. Donc en fait, chaque jour, les habitants peuvent voir, comme l'a dit Jérôme Lepay précédemment, chaque jour, les habitants peuvent voir la concentration des pollens auxquels ils sont allergiques dans l'air. Si on peut passer à la slide suivante. Donc, pourquoi consulter cet indice? Cet indice, il va permettre d'anticiper à la fois les débuts de pollinisation et les pics polliniques. Pourquoi c'est important? Parce que si quelques-uns parmi vous sont allergiques, vous savez qu'en connaissant les moments où il y a des pics de pollen, ça permet à la fois d'adopter des bons réflexes pour moins s'exposer. Donc par exemple, on va aérer son logement plutôt tôt le matin, tard le soir. On va peut-être éviter certaines activités comme tondre sa pelouse ou certaines sorties. Et aussi, on peut ajuster son traitement en concertation, bien sûr, avec un ou une professionnelle de santé. À quelle période communiquer? Donc ça, c'est plutôt à destination des collectivités. Nous, on a identifié 2 périodes clés pour la communication sur l'indice pollinique à destination du grand public. Donc tout d'abord, il y a le début de la saison pollinique, qui est plutôt fin décembre, début janvier. Là, ça va être la période des arbres. Et ensuite, les graminées, le pic des graminées, on est dedans en ce moment, avril-mai, où là, c'est plutôt la majorité des personnes qui est gênée. Donc c'est vraiment la période où les gens se disent « Ah ouais, je suis allergique ». Et pour communiquer, on rentrera plus en détail dedans par la suite, mais vous pouvez renvoyer vers le site de votre ASCA régional, qui aura une carte régionale comme vous voyez en bas à droite. Vous pouvez renvoyer vers le site d'Atmo France, qui est la carte nationale, et le site de votre collectivité, parce que c'est possible en fait d'intégrer cette carte d'indice pollen sur le site directement de votre collectivité. On vous montrera par la suite comment faire. Les relais d'information, donc là on vous propose quelques manières de relayer cette information pollen pour les habitants de votre collectivité. Alors sur le papier, le print, il y a les magazines de collectivité, donc plutôt printemps. C'est pour ça que là on a identifié les périodes, donc à partir de janvier jusqu'à mai, qui peut être intéressante pour relayer cette information. Il y a la PQR ou la presse locale régionale et aussi les panneaux d'affichage, que ce soit des panneaux digitaux pour diffuser l'indice quotidiennement, ou alors des panneaux print où vous pouvez avoir l'info pollen pour faire vraiment de la sensibilisation sur les allergies et ce relais renvoyer les gens vers l'indice pollen. Vous pouvez aussi avoir recours aux réseaux sociaux, donc on a des supports qui peuvent vous être fournis, une vidéo de présentation, on a des infographies qui peuvent vous être fournies, et aussi l'intégrer dans votre newsletter locale si c'est quelque chose que vous avez.
Enfin, sur votre territoire, vous pouvez aussi avoir relayé cette information dans les ERP, donc les établissements qui reçoivent du public, à la fois les écoles, les crèches, les EHPAD. Et pour pérenniser les actions d'information, sensibilisation à destination du grand public sur les pollens, ce sont des actions qui peuvent être inscrites dans le contrat local de santé. Enfin, on va passer donc aux actions qui sont à destination des professionnels de santé, où là, on est plus sur de la prévention et aussi de l'accompagnement des patients. Donc, quel intérêt de cet indice pollen pour les professionnels de santé? Ça a été pensé comme une aide au diagnostic. Vous pouvez retrouver les concentrations des différents taxons qui vous ont été présentés tout à l'heure, et les retours qu'on a eu des professionnels de santé, c'est qu'il y avait un intérêt à avoir des classes très détaillées, parce que pour eux, il y a vraiment une aide au diagnostic quand ils voient leurs patients, et ça permet aussi de les outiller pour adapter leur comportement, de les renvoyer vers cet indice. Comme on vient de le voir, ils pourront adapter leur comportement en fonction des concentrations de pollen dans l'air. Ensuite, on vous propose quelques relais d'information à destination des différents professionnels de santé. Donc, il y a les centres municipaux de santé, les CMS. Ensuite, vous avez les MSP, les maisons de santé pluridisciplinaires, les CPTS, les centres hospitaliers, où là, il y a un grand panel de professions, à la fois les pneumologues, les allergologues, les ORL, qui pourraient être intéressés à relayer cet indice ou à l'utiliser comme aide au diagnostic, les pharmacies et, en dernier lieu, la CPAM ou MSA. Merci Justine. Donc effectivement, où récupérer en fait ces informations qui vous ont été présentées? Donc il y a deux grandes possibilités. D'une part, soit comme vous l'a présenté à l'instant Justine, vous accédez directement au contenu d'Atmo France et des ASCA qui sont déjà disponibles, ou alors vous pouvez intégrer les données qui sont mises à disposition. On va le voir tout de suite. Donc pour accéder au contenu, et donc le support vous sera entièrement ensuite communiqué ici, et vous pouvez déjà le prendre avec votre téléphone. Vous avez le QR code qui vous amène à la carte des ASCA, et en cliquant sur l'ASCA de votre région, vous accéderez en fait à toute la richesse d'informations sur les pollens au niveau local. Donc vous accéderez aux cartes régionales, vous ainsi que vos concitoyens pourront s'abonner au bulletin d'information sur les pollens, récupérer donc aussi des vidéos, des supports, des infographies qui vous ont été présentées par Justine. Si vous souhaitez plus accéder à la vue nationale, à ce moment-là, on vous invite à accéder au site d'Atmo France, où là, vous verrez la carte des pollens sur la carte France métropolitaine et la Corse. Enfin, un troisième outil qui a été développé par certaines ASCA, déjà développé dans plusieurs, c'est l'application Air2Go, qui vous permet en fait d'avoir l'information pollen finalement sur le smartphone directement avec les cartes et autour de vous. Et en même temps, vous avez aussi les indices sur la qualité de l'air. Toutes ces informations, en fait, à chaque fois, c'est des informations de prévision pollen qui sont disponibles au quotidien et gratuitement. Ensuite, pour les collectivités qui seraient intéressées pour finalement intégrer ces données d'indices pollen directement dans leurs outils, dans leurs supports propres, vous avez possibilité d'accéder à l'API. Donc, API, pour ceux qui ne connaîtraient pas, imaginez, c'est un tuyau où les informations vont pouvoir circuler de manière automatisée. Et donc, vous allez accéder ainsi à ces informations que vous allez pouvoir mettre directement sur votre site. Et donc, les données sont disponibles quotidiennement à partir de 13h. Elles sont mises sous licence Open Data ODBL, donc ça veut dire aussi derrière disponible gratuitement, et il faut préciser la source pour toute publication Atmo France ASCA. Là, pour vos équipes techniques, ça parlera, ils sauront faire derrière, et elle est vraiment très simple d'utilisation. D'autres possibilités aussi existent. N'hésitez pas à contacter en fait votre ASCA, et en dernière slide, vous avez justement les contacts. Donc au niveau pour des questions au niveau national, donc David Brion qui a présenté tout à l'heure et qui est directeur RPI de la Loire, Marine Latam qui est la directrice Atmo Aura, qui sont les 2 référents pollen pour Atmo France. Comme présenté tout à l'heure, si vous avez des questions au niveau local,
contacter directement votre ASCA, et donc avec la carte ici mise à disposition. Et si vous avez des questions sur l'API, vous pouvez me contacter. Et donc à chaque fois, les informations sont mises à disposition. On a une question de Marie-Blanche. Comment s'est fait le choix des taxons? Je peux répondre à cette question. Actuellement, nous utilisons les services donc, de l'agence européenne Copernicus qui utilise et qui diffuse ces taxons-là. Donc, c'est un peu la contrainte actuelle, c'est que pour pouvoir spatialiser nos prévisions statistiques, nous utilisons les sorties de Copernicus qui actuellement est basée sur ces 6 taxons-là. Maintenant, nous sommes en échange avec le service Copernicus et il est prévu l'ajout de nouveaux taxons. Et donc, c'est la raison pour laquelle actuellement nous sommes sur ces 6 taxons-là. Peut-on s'inscrire, recevoir des alertes pour les patients, par exemple? Est-ce que l'un de vous peut répondre à cette question? Alors je peux commencer et peut-être Stéphanie pourra compléter. En fait, comme on a présenté tout à l'heure, pour l'instant, l'indice pollen est disponible à l'échelle nationale sur le site d'Atmo France et après sur le site des différentes ASCA. Donc il y a certaines ASCA qui ont mis en place des dispositifs de relais au-delà de la carte sur leur site internet, mais ça dépend des régions. Pour toutes les demandes d'informations au niveau local, on vous invite vraiment à aller contacter et à regarder le site de votre ASCA où toutes les informations sur les pollens au niveau local sont disponibles. Et et vous avez les bulletins d'information, les newsletters, les alertes. Et au niveau national, vous avez accès à la carte de France aujourd'hui, mais pas encore de newsletter. Alors, j'ai une autre question également. Comment le modèle d'IA tiendra compte des évolutions causées notamment par le changement climatique? De la part de Nicolas. Alors, dans les travaux qui sont en cours, nous cherchons à intégrer comme variable explicative la spatialisation de la végétation des espèces polliniques. Et donc, l'actualisation finalement de cette spatialisation permettra de prendre en compte l'évolution de la spatialisation des espèces. Donc, on est dépendant finalement de ces données d'entrée, mais dès qu'elles sont rafraîchies, qu'elles prendront en compte le réchauffement climatique, elles pourront du coup être prises en compte dans le modèle statistique. Je complète également, le changement climatique impacte aussi la météo, et la météo elle-même est prise en compte à la fois dans l'apprentissage du modèle et dans la prévision qui en est faite. Donc finalement, changement climatique, voilà, conséquence sur la météo qui a elle-même une conséquence sur le modèle. Donc c'est bien intégré à ce niveau-là. Merci beaucoup. Nous avons une autre question concernant les mesures. Qui fait les comptages de pollen en ce moment en France? Je peux donner quelques éléments de réponse. En ce moment, c'est-à-dire en 2025, donc comme je l'expliquais en préambule, le RNSA n'existe plus, il a été liquidé. Lui et les 40 capteurs de pollen qu'il exploitait et qui étaient répartis un peu partout en France. En revanche, il y a également une trentaine d'autres capteurs pollen qui sont opérés par des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air et qui continuent de réaliser leurs mesures. Donc vous avez une petite continuité, d'une trentaine de capteurs pour l'année 2025, avec un objectif qui était celui de l'État, de remettre en route la surveillance des pollens, comme elle l'était en 2024, dès le 1er janvier 2026. Donc, a priori, voilà, ça c'est la volonté de l'État, c'est qu'au 1er janvier 2026, on puisse remettre en route l'intégralité de la surveillance pollinique en France. Autre question, les données des pollinariums sont-elles utilisées?
Alors, les données de Pollinarium sont utilisées, je dirais indirectement. Elles nous servent, ces remontées des sentinelles nous servent à s'assurer que les données produites par les modèles sont cohérentes. Donc, quotidiennement, on envoie une équipe qui vérifie que les données sont cohérentes et donc utilise ces données-là pour vérifier que le modèle est bien en période de pollinisation s'il y a eu des remontées en ce sens. Et juste en complément, merci Jérôme, c'est effectivement aujourd'hui c'est comme ça que c'est intégré, mais en complément et également en réponse à Caroline Lehoux, comme je le disais aussi en préambule, l'indice pollen est encore à ses balbutiements et le souhait de l'améliorer passera aussi par une intégration de données de diverses natures, et notamment par les observations phénologiques, qu'il s'agisse des observations professionnelles des pollinariums sentinelles de France, des polliniers, voire de citoyens qui ont accès à des applications. Je pense à Pollinaire qui a été déployé dans le Grand Est, en Corse, dans les Hauts-de-France aussi. Bref, on a plusieurs systèmes d'observation qui peuvent être utiles aussi pour déclencher ou observer ou savoir quand les premiers grains de pollen sont émis dans l'air, et donc pour préciser aussi le modèle et l'indice pollen dans son ensemble. Voilà, donc ça, ce sont des pistes de développement qui viendront par la suite. Vous vouliez prendre la parole? Un petit peu. Stéphanie, je ne sais pas si... moi, je n'ai... Ah, merci. Vous pouvez... Oui, juste pour préciser que non, je ne parle pas de pollinarium, moi. Je parle bien d'un réseau d'observateurs. Donc, moi, je vérifie la véracité côté végétation parce que je connais bien la végétation. Ce sont des gens qui sont des observateurs et qui ne sont pas forcément des botaniques et qui sont répartis sur le pays de Brest. Donc, on est en train de développer, en plus, ce réseau existe depuis 2020 et on est en train de le développer encore. Donc, ce serait un petit peu dommage qu'on arrive enfin à développer ce réseau et que ça ne serve plus à rien. D'abord, ça m'embêterait beaucoup. Et comme je vous l'écrivais, c'est quand même une façon d'aborder, au moins par la végétation, cette problématique-là, et en se rendant compte, au fur et à mesure de ces observations, qu'on a des différences à l'échelle du département, même du pays de Brest, on a des différences qui sont très importantes d'une année sur l'autre, et même géographiquement, et ces différences s'accentuent très nettement avec le réchauffement climatique. Donc moi, je m'inquiète beaucoup, mais vous avez un peu répondu à mon inquiétude, c'est de se limiter à l'intelligence artificielle qui, pour moi, en tout cas pour l'instant, est totalement déconnectée du vivant. Voilà. Mais à voir. Voilà, je ne rejette rien non plus, mais j'aimerais bien que nous, observateurs de terrain, on reste utiles. Parce que je pense que ce qu'on fait, c'est parce qu'on veut rendre service aux gens qui sont allergiques. Et j'aimerais bien qu'on ne soit pas balayé d'un revers de main, quoi. Alors moi, effectivement, et vous avez parfaitement raison, l'objectif de cet indice n'est pas du tout de remplacer ni les observations visuelles, ni les mesures qui étaient effectuées par le RNSA et les ASCA, mais bien de les compléter. Nous savons que nous en avons besoin de ces mesures, de ces observations. Le modèle ne tiendra jamais sans mesures ni observations. Donc il faut, voilà, c'est en tout cas notre vision des choses, un complément et pas une substitution. Je vous remercie à tous les deux pour ces réponses. Nous avons ensuite une autre question. Est-il prévu d'intégrer à l'indice les retours des professionnels de santé en temps réel au cours de la saison? Question de Julien Virmont, de la métropole de Lyon. Alors ça, c'est une grande question que l'on a abordée ces dernières semaines à la suite de nos interactions avec notamment la Fédération française d'allergologie, qui nous indiquait que le besoin premier des allergologues est d'abord un besoin en termes de risque allergique et non en termes de concentration de pollen dans l'air.
puisque certains patients sont allergiques dès le premier gramme de pollen dans l'air. Et donc, il y a cette notion de risque et de symptômes qui est décorrélé de la concentration, qui peut être décorrélé de la concentration. Et donc, on se rapproche plus d'un indice comme il pouvait exister auparavant. Et c'est la raison pour laquelle la Fédération ATMO France souhaite intégrer dans ses instances des représentants de la FFAL pour discuter de cette question-là, parce qu'on ne l'exclut pas, bien sûr, de pouvoir tenir compte des observations. Alors, je le disais par rapport aux observations phénologiques, aux observations terrain, aux concentrations, mais aussi les retours des allergologues sont précieux. Ils permettent de corréler ou de valider ou d'invalider certaines données de l'indice pollen. Donc, je pense que c'est une voie d'amélioration aussi de l'information qui sort de l'indice pollen. Alors, vous avez déjà donné quelques éléments, mais ça rejoint cette question. Y a-t-il ou y aura-t-il croisement avec les données cliniques depuis les cabinets d'allergologues et pneumologues? Oui, la question est assez similaire finalement. Croisement ou voire se servir directement de ces données-là. En fait, l'idée, c'est vraiment d'établir un partenariat avec les représentants des allergologues, avec les allergologues eux-mêmes, que les données de l'indice pollen puissent servir les allergologues dans le traitement des patients. On sait déjà que les allergologues sont plus intéressés par un historique des données de présence ou d'absence de pollen dans l'air, plutôt qu'une prévision. La prévision est plus utile pour les patients eux-mêmes que pour les allergologues, puisque les allergologues, en recevant leurs patients, peuvent faire corréler les symptômes qui sont d'habitude notés sur un cahier. On demande souvent aux patients allergiques de noter ces symptômes sur un cahier. Et donc, l'allergologue, lui, fait la corrélation entre les symptômes observés et les pollens qui étaient présents au moment de ces symptômes. Donc, c'est ça qui intéresse plus les allergologues. Et donc, l'indice pollen sera utile à l'allergologue dans ce sens-là. Et à l'inverse, les remontées de symptômes que les allergologues peuvent fournir nous seront utiles. Donc, vraiment, ce partenariat pour la Fédération ATMO France, il est très important. Merci beaucoup. Alors, j'ai vu que j'avais une main levée de la part du président d'ATMO Sud. Je vais juste passer encore un petit peu les questions dans le chat qui sont encore nombreuses et je vous laisserai la parole par la suite. Donc, nous avions, est-ce que le modèle est vérifié avec des données locales? De plus, il y a parfois peu de capteurs polliniques ou pas sur un département? Alors, la réponse est oui, bien entendu, le modèle est vérifié, donc ses performances sont vérifiées. Alors, pas au fil de l'eau, puisque les comptages polliniques, entre le moment où ils sont réalisés, le prélèvement, le comptage en eux-mêmes et la mise en base, il se passe en un délai de quelques jours, vraiment en général une dizaine de jours à minima. Donc, on ne peut pas vérifier au fil de l'eau, mais a posteriori, on s'assure que le modèle a été performant et ça permet aussi d'évaluer les axes d'amélioration du modèle. Et je dirais que c'est tout l'intérêt justement de s'appuyer sur la modélisation, comme l'a dit David, en complémentarité du dispositif de mesure. Grâce à la modélisation, on peut couvrir des secteurs qui jusqu'à présent n'avaient pas d'informations de prévision de pollen. Là où la modélisation peut fournir une information en tout point du territoire à évaluer, bien entendu. Quelle est la fiabilité des données de prévision? Exemple, les prévisions météo ne correspondent pas toujours à la réalité du jour. Question sur la fiabilité. Alors, dans la continuité de ce que je disais précédemment, donc les modélisations, les prévisions sont évaluées a posteriori. Bien entendu, nous sommes dépendants des prévisions météo. Malgré tout, dans les diagnostics que nous avons pu réaliser de ces performances-là, ce qu'on observe, c'est une bonne prévision de l'enveloppe pollinique, donc de la saison pollinique. Certains taxons, certains pollens sont mieux prévus que d'autres. Typiquement, les graminées sont mieux prévus que certains taxons, comme par exemple l'ambroisie, un peu plus difficile à prévoir.
les performances globalement sont plutôt bonnes. Après, ce qu'on observe aussi, c'est en général les pics polliniques vraiment sont parfois un peu émoussés par la modélisation. On a tendance un petit peu à sous-estimer, donc c'est un travail à réaliser, mais c'est un peu le propre des modèles, c'est souvent on a tendance un petit peu à sous-estimer les phénomènes un peu extrêmes. Mais voilà, tout ça pour dire que les modèles sont bel et bien évalués et que ça participe justement à identifier les axes d'amélioration. Alors, j'ai encore une question dans le chat. Y aura-t-il des alertes en cas d'orage de survenue rapide pour prévenir de la possibilité d'asthme d'orage? Et une question un peu dans la continuité, le financement de la remise en route de ces capteurs est-il prévu? Donc, de la même personne. Alors, sur la partie asthme d'orage, pour le moment, ce n'est pas intégré. C'est assez complexe dans la mesure où souvent les orages sont très localisés. Donc là, on dépend complètement également des prévisions météo, mais voilà, c'est un axe, c'est une observation que l'on prend en compte. Je vais peut-être répondre sur la partie financement. C'est une bonne question. Je pense que cette question devrait être d'ailleurs posée à l'État, tout simplement, puisque l'État assurait un financement assez important du RNSA. Il faut savoir que le RNSA avait un financement qui était pour partie pris en charge par le ministère de la Santé, par le ministère de l'Écologie, des ARS, des collectivités et des laboratoires pharmaceutiques qui complétaient le financement global, le budget global du RNSA. Voilà, c'était une constellation d'acteurs. Bien sûr, si les mesures redémarrent, c'est bien sûr sous condition de financement, puisque ce sont des mesures qui ont un coût assez important. Et ce coût doit être bien sûr pris en charge par les mêmes acteurs ou par voir comment ils seront pris en compte. Mais effectivement, c'est une vraie question. Je n'ai pas la réponse, en fait, pour être exact. Je laisse la parole du coup à Pierre-Charles Maria. Vous pouvez activer votre micro. Bonjour. Oui, j'ai souhaité dire un mot parce que j'ai entendu une critique un peu sévère de ce qui a été fait en termes de modélisation en utilisant l'intelligence artificielle. Mais je comprends parfaitement que les personnes qui sont impliquées dans la mesure de terrain, dans l'observation des végétaux, sentent que ne souhaitent pas être mis de côté. Mais ça, c'est parfaitement légitime. Moi, je voudrais dire un mot sur la volonté qu'ont les ASCA et Atmo France, disons, de ne pas laisser partir en déshérence une partie de la surveillance de la qualité de l'air, qui est du rôle des ASCA. Alors, quand on parle de surveillance et d'information sur la qualité de l'air, il n'y a pas que les polluants de l'air provenant on va dire, de l'industrie, du trafic routier, qu'on peut qualifier de chimique, d'origine chimique, que ce soit les carburants ou que ce soit les produits manufacturés. Les émissions biogéniques, dont font partie les pollens, font partie intégrante de ces polluants à surveiller. Et qui plus est, ils sont en lien très étroit avec les phénomènes atmosphériques. On vient d'évoquer les asthmes d'orage. Bon, on sait très bien que les pollens, en plus, seront allergisants par eux-mêmes, mais surtout par les allergènes qu'ils contiennent lorsqu'ils sont dégradés, soit par des effluves électriques lors des orages ou par des polluants comme les particules ultrafines ou d'autres qui libèrent ces allergènes. Donc il y a des phénomènes qui sont complexes. Les polluants ne sont pas uniquement des polluants que je qualifierais de chimiques dans l'air. Il y a des polluants, c'est-à-dire des produits qui perturbent le fonctionnement normal et qui atteignent la santé, qui sont d'origine biogénique, mais pas forcément naturelle, parce qu'on voit bien que pour les pollens, ce sont des plantations très, on va dire, intensives de haies, de cyprès par exemple, qui peuvent être maîtrisées
Donc il y a des actions à mener pour réduire l'influence de ces pollutions provenant des pollens. Donc, il y a des polluants, quelle que soit leur origine, ils sont à surveiller et il faut informer pour essayer de garantir un air de qualité qui puisse être respiré par tout le monde. Voilà. Donc, ça forme un tout. C'est pour ça que les ASCA et Advent France ont souhaité s'impliquer en mettant des moyens humains, en proposant des reprises de fonctionnement. Voilà, c'est pour assurer cette cohérence. Merci. Pour améliorer ces performances, serait-il possible d'impliquer les botanistes et participation citoyenne par l'observation des floraisons? Oui, Jacques-Patrice, je vous laisse la parole tout à l'heure. J'ai vu votre main levée. Je vais commencer, peut-être cette réponse pourra être complétée par les collègues. Il y a dans certaines régions des dispositifs permettant d'impliquer les citoyens dans l'observation des périodes de pollinisation. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Il y a bien sûr des réseaux professionnels comme l'Association Pollinaire Sentinelle de France, mais ça, c'est professionnel, ce n'est pas citoyen. Par contre, le réseau pollinaire, lui, est citoyen et permet de faire remonter des informations. Et ces informations, à terme, l'idée, c'est bien sûr qu'on puisse s'en servir pour rendre cet indice pollen plus robuste. Voilà. Plus il se nourrira d'informations fiables, de mesures, de participation, de détection de pollinisation, plus l'indice sera pertinent. Donc, bien sûr, l'idée, c'est d'aller dans ce sens-là. Justement. Monsieur Patrice, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir notamment pour cette question, parce que moi, je suis le président des Hauts-de-France, à Squois, et nous avons à peu près une 150 personnes volontaires, des citoyens, donc c'est vraiment une application citoyenne de terrain, qui sont chargés, après une petite formation botaniste, de surveiller l'apparition des grains de pollen, l'apparition de la végétalisation, de la floraison des différentes espèces, et ils nous font remonter des informations très très utiles, notamment pour les allergologues, mais aussi pour justement pouvoir mieux cadrer l'apparition des pollens très allergisants. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est, bon, donc là, c'est vraiment une application citoyenne sur le terrain. Donc, quand je vois les questions qu'on posait, là, on est vraiment in situ sur le terrain. Et c'est intéressant parce qu'en même temps, chacun se sent concerné. Alors, moi, ce que je voulais dire, pour revenir un peu sur les propos de Pierre-Charles, où je suis parfaitement d'accord, notre principale légitimité à nous, les Asquois, c'est de mesurer tous les polluants de l'air et de mesurer notamment l'interaction des polluants avec les pollens. On ne peut pas aujourd'hui travailler sur un pollen, sur un polluant en ignorant les autres. Il y a une interaction fondamentale sur les pollens. À titre d'exemple, sur les pollens et l'ozone. L'ozone, qui est un polluant aujourd'hui des plus prégnants parce qu'il continue d'augmenter, est très difficile à gérer. On s'aperçoit que l'ozone fait éclater les grains de pollen, donc libère les différents allergènes contenus et ils deviennent beaucoup plus agressifs. Et en même temps, il faut bien considérer que l'ozone est un irritant, un phénomène oxydant, un stress oxydatif sur les cellules du haut appareil respiratoire. Et à partir de là, évidemment, cette exacerbation par l'ozone va être un terrain génial pour justement créer de l'allergie ou créer une hypersensibilité. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas séparer les deux problématiques. Et c'est pour ça que tout à l'heure, dans la conversation, un premier message que j'avais fait apparaître, en tant qu'immunologiste quand même, puisque ma confesseure n'est pas là ce matin, en tant qu'allergologue, bon, mais un immunologiste vaut bien un allergologue, vous l'accorderez volontiers quand même, et c'est de dire que sur l'hypersensibilité, parce que bon, tout le monde se déclare aujourd'hui allergique, ben attention, derrière cette allergie, il y a des phénomènes biologiques et vivants qui sont très spécifiques. Et tout le monde n'est pas allergique, mais tout le monde est hypersensible justement, à cause
de cette qualité de l'air qui parfois se dégrade, on parlait d'asthme, de rage, etc., qui fait que justement on devient hypersensible, mais on n'est pas forcément allergique. Alors là, c'est le boulot de l'allergologue, justement, de bien différencier les deux. Et l'hypersensibilité des voies respiratoires hautes, et même basses d'ailleurs, est quand même due à une qualité de l'air qui est mauvaise dans certains endroits, à certains moments de la vie, etc. L'exposition, n'est-ce pas, n'est pas un long fleuve tranquille, bien loin de là. Alors, une dernière remarque sur la végétalisation, puisque ici, c'est l'Alliance des collectivités. J'avais eu l'occasion de le dire la semaine dernière, parce qu'on avait fait un webinaire avec les alliances de collectivités chez nous, je pense que c'était peut-être national aussi, la végétalisation en ville. Attention aux espèces qu'on plante. Hein, pas de mono-espèces. On a vu, par exemple, chez nous, dans la Haute-France, c'était un moment, c'était les bouleaux. Hein, on mettait des bouleaux partout. Bon, maintenant, évidemment, on revient un peu en arrière. Alors, il est difficile, évidemment, de couper les arbres, mais attention à ce qu'on met comme végétaux dans les villes. C'est bien les îlots de fraîcheur pour la qualité de l'air, quand il y a des canicules, etc. Ben, si c'est couplé justement avec l'eau, avec des noues, par exemple, la végétalisation, là, apporte tout un bénéfice pour la population. Elle fait baisser les températures, elle améliore la qualité de l'air, mais aussi au niveau pollinique. Alors attention à différentes espèces, je pense aux conifères, etc., qui produisent plus de COV, enfin biogéniques, comme disait Pierre-Charles, qui les composés organiques volatiles biogéniques, d'origine biologique, c'est à peu près 50% des COV, accentue, acutise, si je peux dire, les phénomènes allergiques. Donc voilà ce que je voulais vous dire en vitesse. Bon, maintenant, on a dit qu'on pouvait s'adresser à nos amis des ASQA. Moi, je veux bien répondre aussi sur les questions santé propres au pollen. Hein, n'hésitez pas. Moi, je suis à Atmo Hauts-de-France. C'est facile de me contacter soit par Atmo France, soit par Atmo Hauts-de-France. Je suis à votre disposition. Merci. Merci beaucoup. Non. Vous voulez ajouter quelque chose, monsieur? Monsieur Patrice, vous voulez ajouter quelque chose? Vous pouvez ouvrir votre micro, Jacques. Voilà. Je voulais simplement ajouter en petite conclusion, on a beaucoup parlé de l'aller-retour entre les allergologues, les professionnels de santé et nous, enfin tous ceux qui mesurons les pollens, surtout les ASQA. C'est très intéressant. Mais je voudrais insister sur l'autre partie, c'est-à-dire qu'au niveau des allergologues, vous savez que les traitements de l'allergie sont assez restreints, c'est à peu près toujours la même chose. Une fois qu'on a fait un diagnostic allergique précis, c'est-à-dire des fatadiopes, des IgE, etc., après, il faut traiter. Or, aujourd'hui, c'est quand même des phénomènes irritants, très difficiles à supporter, la rhinite, les yeux, etc. Tout le monde connaît ce problème. Donc, les patients sont en demande d'un médicament, enfin de plusieurs médicaments efficaces. Et on les comprend très bien, c'est légitime. Mais alors, attention, nous, justement, on peut apporter par la fine échelle de la modélisation des pollens et en même temps de rentrer dans les détails, on peut apporter aux allergologues de quoi moduler leur traitement et pas toujours, si vous voulez, avoir recours aux corticoïdes, etc., ne les laisser que pour les cas graves. Et c'est ça qui est intéressant pour les professionnels de santé, c'est justement de pouvoir moduler, de pouvoir arranger et de pas toujours recourir à l'aveugle à certains médicaments. C'est très intéressant parce que après, si vous voulez, les allergies, c'est toujours des phénomènes à longue période. On n'est pas allergique pour 6 mois. Bien souvent, c'est sur plusieurs années. Parfois, on voit même pas le bout. Et donc, il faut vraiment gérer ces médicaments. Et c'est ça qui est important. Donc, c'est l'autre côté de la face, la thérapeutique, la théradiagnostique d'ailleurs, ce qu'on peut appeler comme ça, pour les allergologues. Donc, on peut remercier, et là je fais exprès, je remercie les ASQA de nous apporter en tant que professionnels de santé les éléments pour pouvoir justement écrire une ordonnance raisonnable et raisonnée. C'est ce que je voulais dire. Merci. Bon, ben, super. Ben, merci beaucoup à tout le monde pour les présentations et pour la richesse des échanges qu'il y a eu et des questions qui ont été posées. Donc, du coup, je vous souhaite un bon appétit à toutes et à tous. Et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.